Merci, Monsieur le Président, Monsieur Lévesque, et bonjour à vous tous. Vous êtes tellement aussi nombreux que au moment des manifestations agricoles pendant une négociation. Non, c'est vrai. Au cours de mes années au sein de l'administration fédérale, je dois d'abord dire que j'ai dû visiter certains établissements ici pour mes cordes vocales récemment. Ça s'en vient, mais je vous demande de m'excuser. Au cours de mes années dans l'administration fédérale, les questions touchant au système de gestion de l'offre m'ont souvent collé à la peau, surtout quand la soupe était chaude politiquement. Je ne suis pas un expert en matière d'agriculture. J'ai mes racines agricoles comme beaucoup d'entre vous. Mais il fallait souvent expliquer les choses, mettre en contexte. Et j'étais comme on dit en anglais, le serviteur public pour la cause, très souvent. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de travailler étroitement avec les leaders agricoles, dont je garde un excellent souvenir personnel, et non pas seulement professionnel. J'ai même gardé chez moi une petite table que quelqu'un s'en rappelle, que j'avais reçue ici à Québec, je pense que c'est en 88, de la part de la Fédération des producteurs laitiers. Sur le dessus de la table, c'est marqué « Système de gestion des approvisionnements ». Et bien sûr, une table à 4 pattes. Ce sont les piliers du système. Contrôle de la production, prix aux producteurs, les subsides, on appelait ça des subsides, intéressant, et le contrôle des importations. Les 4 pattes sont encore là. Il y en a une ou deux plus courtes un peu, mais la table tient bien solidement. Depuis l'introduction du système de gestion de l'offre, il y a environ 50 ans, il n'a jamais été de bonne loi de laisser l'impression de vouloir y toucher d'une façon quelconque. Les autorités publiques, toutes couleurs et tout niveau de gouvernement confondus, ont généralement manifesté une réceptivité quasi inconditionnelle aux désidérateurs des producteurs. Il fallait être absolument le défenseur du système et du statu quo. L'objectif des grandes négociations commerciales qui ont mené à l'OMC était bien sûr d'abaisser les barrières aux échanges. Mais les producteurs laitiers surtout, eux cherchaient plutôt à les garder en place. Ça se comprend, ça fait partie des intérêts commerciaux. D'ailleurs, pour éviter les risques de dérapage agricole lors du libre-échange avec les États-Unis, les secteurs sous gestion de l'offre, ainsi que les secteurs céréaliers, le blé et l'orge, qui tombaient sous le monopole du Wheat Board, avaient tout simplement été exclus de la négociation, de la portée de l'accord. Cette exclusion sectorielle a probablement été une solution politiquement utile, mais ce fut quand même une occasion ratée pour établir un level playing field, comme les Américains disent, des deux côtés de la frontière nord-américaine. Une fois que le secteur était exclu, il était difficile de vraiment discuter ou de comparer notre système avec ce qui se passe ailleurs, surtout aux États-Unis. Le libre-échange avec les États-Unis n'allait surtout pas arrêter la marche du monde vers une plus grande ouverture économique et commerciale. Bien au contraire, mais cette ouverture et cette course vers la mondialisation allaient s'accélérer et surtout être accompagnée de contestations parfois violentes des milieux agricoles à travers le monde, y compris chez nous.
Puisque l'impulsion commerciale pour les négociations agricoles au GATT provenait de la guerre des subventions à l'exportation entre l'Europe et les États-Unis sur les marchés céréaliers mondiaux, les producteurs sous gestion de l'offre ont tout simplement cherché à s'abriter derrière l'idée qu'ils ne causaient pas de distorsion, eux, sur les marchés mondiaux, parce qu'ils n'exportaient pas ou très peu. Ce positionnement reflétait bien le fait que le système de gestion de l'offre fonctionne largement en vase clos. Il met les producteurs à l'abri largement de la concurrence internationale. Il était statistiquement exact que le Canada ne causait pas de distorsion aux échanges internationaux avec les programmes de subvention à l'exportation. Sauf que le marché international, lui, couvre tant les importations que les exportations. Aucun des marchés nationaux ou régionaux n'échappe au marché mondial. Certains leaders agricoles souhaitaient même que le Canada cherche à convaincre ses partenaires commerciaux d'accepter le système de la gestion de l'offre à l'échelle internationale comme modèle et solution aux problèmes affectant les marchés agricoles mondiaux. Bien sûr, ça aurait été comme prôner l'autarcie au niveau mondial, ce qui n'était pas très convaincant au point de départ. Mais c'était l'argument que nous avions. Dans les négociations à l'OMC, le Canada avait une position, certains d'entre vous s'en rappelleront, soi-disant équilibrée, assurant un équilibre intersectoriel et interrégional canadien. Vous allez voir pourquoi je le mentionne. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est vraiment vrai et ça a un impact ici. Il s'agissait à la fois de défendre l'article 11 du GATT pour les secteurs sous gestion de l'offre et le monopole du wheat board pour le secteur céréalier. Donc, équilibre intersectoriel et équilibre interrégional au Canada. Mais depuis ce temps, les conditions ont fondamentalement changé. Ceci pour deux raisons bien simples. D'une part, la guerre commerciale des subventions agricoles sur les marchés mondiaux des céréales n'existe plus. D'autre part, le monopole du wheat board n'est plus. Par ailleurs, compte tenu de la complexité de l'ensemble des protections et distorsions sur les marchés agricoles nationaux et internationaux, les pays participant aux négociations du GATT ont tout simplement fait le pari de la transparence. Pour assurer cette transparence de façon la plus objective possible, ils ont eu recours à la technique de la tarification. Il s'agissait de faire l'état des lieux de façon graphique et de laisser le langage des chiffres le soin de décrire l'étendue du protectionnisme agricole à travers le monde. La tarification n'était ni plus ni moins que les résultats de calcul de l'équivalent tarifaire de toutes les mesures de protection commerciale. Technique de sobriété, mais de vérité statistique. Mais cette transparence ayant montré des niveaux de tarifs douaniers tellement élevés, pas seulement au Canada, qu'ils empêchaient tout simplement la création de flux commerciaux significatifs. La tarification a été accompagnée de quotas tarifaires, et c'est ce dont on entend parler le plus souvent depuis quelques années dans le cadre des autres négociations de libre-échange, à l'intérieur desquels les tarifs douaniers seraient plus bas afin de permettre un minimum de concurrence internationale. Au début, les grands pays exportateurs espéraient établir ces quotas tarifaires. Et là, on parle de quotas tarifaires à un niveau équivalent à 10% des marchés nationaux. Je dis bien 10%. En bout de piste, l'accord sur l'agriculture à l'OMC s'est fait avec des volumes minima de quotas tarifaires établis à 5% des marchés nationaux.
Par la suite, la petite histoire a montré que les producteurs agricoles se sont facilement adaptés à ces nouvelles conditions de concurrence, sans provoquer d'impact négatif significatif. Dans cette perspective, vous comprendrez si je trouve un peu ironique que sous les récents accords bilatéraux de libre-échange avec l'Europe et certains pays du Pacifique, les exportateurs de produits laitiers étrangers semblent avoir obtenu des quotas tarifaires en franchise au Canada, à peu près équivalents à ceux qu'ils auraient voulu obtenir lors des négociations du GATT. En effet, en faisant la somme des volumes déjà soumis à l'OMC, 5%, et de ceux prévus aux récents accords bilatéraux, on en arrive probablement à un volume total d'accès minimum équivalent à environ 10% du marché canadien. Du point de vue des producteurs laitiers canadiens, ceci signifie qu'ils devront s'adapter à une compétition extérieure portant sur plus ou moins un 5% additionnel du marché domestique. Autrement dit, du point de vue des exportateurs étrangers, ils ont obtenu ce qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir à l'OMC 20 ans plus tôt. Il y a de la continuité avec les négociateurs. Mais puisque les changements sont graduellement échelonnés sur une période allant jusqu'à 15 ans, après la ratification des accords, lorsqu'ils seront ratifiés, il faut vraiment adopter un horizon allant vers les années 2030. À ce moment-là, il y aurait eu plus ou moins 35 ans depuis l'entrée en vigueur de l'OMC. C'est le temps de toute une vie productive pour tout agriculteur. Je ne voudrais surtout pas sous-estimer la valeur des concessions consenties sous les nouveaux accords de libre-échange, mais celles-ci m'apparaissent plutôt modestes. Dans ces conditions, je ne vois pas comment, pour le secteur sous gestion de l'offre, ces accords menaceraient la stabilité du marché domestique. Je suis heureux de voir que le président de l'UPA parle d'ailleurs de résultats acceptables. Je pense qu'on le dit de façon différente. Dans votre programme, vous avez posé la question de savoir si le système de gestion de l'offre avait un avenir. Je ne sais pas vraiment, mais je dirais que probablement que oui, si c'est ce que les producteurs canadiens veulent. Et je vais simplement expliquer rapidement pourquoi. Parce que dans une négociation commerciale, on ne négocie pas la gestion de l'offre, comme on ne négocie pas les politiques agricoles. On négocie les impacts, les mesures, les instruments spécifiques qui ont un impact sur les courants commerciaux. Donc, l'avenir du système de gestion de l'offre ne se trouvera pas du côté des négociations commerciales, même si les intérêts commerciaux en font partie. D'abord, vous n'avez qu'à... Ça fait au moins 2 fois, 3 fois que les États-Unis acceptent un système de gestion de l'offre. Le libre-échange, négociation de l'OMC, l'accord de libre-échange avec le Pacifique, l'Europe également. Et puis, quand on regarde les autres pays qui n'ont pas été impliqués dans ces derniers accords, ben, il faut parler de la Chine et de l'Inde. Alors, c'est beau, et j'ai fait ma carrière sur les questions qui ont mené à la mondialisation, mais il faut quand même... Le monde tourne, mais également, on ne peut pas réinventer toujours ces sujets. Je ne vois pas vraiment pourquoi les agriculteurs ne pourraient pas s'adapter à ce nouvel environnement comme ils l'ont fait dans le passé par des pratiques de consolidation, de capitalisation, de transformation industrielle. La leçon que je retiens de tout ça est simplement que lorsqu'il y a des changements significatifs aux politiques agricoles et commerciales, il faut donner du temps au temps pour faire les adaptations. Il ne faut surtout pas
perdre la perspective de la proportion des changements et l'impact qui est échelonné dans le temps. Les tendances à la consolidation et à la transformation sont en cours au moins depuis 1 ou 2 générations. Et l'évolution démographique est garante de la nécessité de poursuivre dans cette direction. Je crains par contre que les producteurs continuent trop facilement à oublier qu'il y a 75 millions de consommateurs à moins de 800 km de la frontière canadienne, québécoise et Ontario. J'espère qu'une véritable stratégie de marketing à l'exportation et de transformation va poindre à l'horizon. C'est ce qui manque non seulement pour l'avenir économique, mais également pour avoir une discussion publique équilibrée de ces questions. À mon avis, il faudrait plutôt reposer la question sur votre programme en termes de stabilité ou de croissance, surtout pour la relève agricole et l'avenir de toute l'industrie agroalimentaire. Je vous remercie.